Salut tout le monde, Maker Scott pour vous. Aujourd'hui, on va continuer à étudier l'AlphaWise C10 ou CNC 3018. Et on va plus exactement s'attarder sur la précision de ces axes et voir un petit peu ce que l'on peut attendre de cette machine au-delà de la simple gravure de lettres. C'est parti. Et pour ça, on retourne une nouvelle fois sur Easel. Alors, je ne suis pas vraiment fan de ce software, mais tant que je ne maîtrise pas Fusion 360, je n'aurai pas vraiment d'autre choix que de partir là-dessus, parce qu'il est assez simple à utiliser. Donc, vous pouvez voir ici le modèle que j'ai réalisé. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les modèles que l'on a pour les imprimantes 3D pour les tester. Vous savez, ceux avec des cubes, des sphères, des creux, des lettres, des ponts, des overhangs, ce genre de choses. Vraiment qui permettent de tester les différentes capacités de la machine. Et bien là, ça va être pareil, en plus simple et pour CNC. Donc là, on commence déjà avec deux carreaux de 3 cm de côté. L'idée est d'en avoir un qui sera creusé uniquement sur les contours extérieurs et qui donc devrait donner un carré de 3 cm de côté. Celui-là sera creusé complètement. Donc on devrait également avoir un carré de 3 cm de côté, mais creusé. Ensuite, on a une ligne verticale et une ligne horizontale, toutes deux de 2 cm de longueur, qui vont me permettre tout simplement de tester les axes X et Y séparément. Et au centre, on a un carré de 2 cm de côté, qui sera lui d'une profondeur de 1 cm, pour tester un petit peu l'axe Z. Et pour finir, on a 3 séries de 2 cercles à chaque fois, de 3, 5 et 10 mm. Et comme pour les deux carreaux du début, on a une partie qui sera découpée sur les contours et une partie qui sera creusée. D'ailleurs, si on voit sur le preview, le premier cercle de 3 mm ne sera pas creusé parce que je vais utiliser un embout de 3 mm de diamètre et le logiciel n'arrive pas vraiment. Alors oui, je ne vais pas utiliser les pointes à graver qui sont fournies avec la CNC, je vais utiliser plutôt ceci. C'est un petit set de fraises que j'avais acheté lorsque je voulais faire ma première CNC, et bon, je sais que ce ne sont pas des fraises de très bonne qualité, mais c'est juste pour le test, et surtout il y en avait une de 3 mm de diamètre. Elles sont toutes à tête plate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pointe ou quoi que ce soit, donc je peux régler correctement là-dessus sans avoir besoin de passer sur la version Pro, ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que sinon, si j'avais dû utiliser les pointes à graver qui étaient fournies, forcément, je n'aurais pas eu de résultat très fiable. Bien, donc j'ai également touché aux vitesses, j'ai réduit drastiquement les vitesses. On est passé à 200 mm par minute en vitesse de déplacement, 100 mm par minute en vitesse de plongée et une profondeur par passe de 0,2 mm, sachant que chacune de mes pièces est profonde de 2 mm, sauf celle-ci bien sûr qui est profonde de 10 mm. Bien, bon il n'y a plus qu'à générer le G-code et c'est parti. Bien, alors je ne vais pas vous montrer l'intégralité du timelapse tout simplement parce qu'au bout de quelques secondes, on aurait énormément de sciures de bois qui viendraient se mettre au milieu et on ne verrait plus rien à part le plateau qui se déplace et la fraise qui monte et descend. C'est le problème quand on n'a pas d'aspiration directement dessus, on ne voit pas ce qui se passe jusqu'à la fin. Mais bon, c'est pas grave, j'en profiter pour vous expliquer un petit peu mon setup. Comme vous pouvez le voir, j'utilise encore une fois du bois de palette. Faut vous y attendre, je vais utiliser ça souvent étant donné que c'est ce que j'ai en abondance dans mon atelier et c'est un bois qui est pas très dense, donc facile à travailler avec cette machine. Et ça va me permettre de faire pas mal de tests sans gaspiller des matériaux de bonne qualité. Bref, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu travaillé avant de commencer. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une partie bien plus claire, c'est tout simplement une partie que j'ai retirée avec la CNC. On m'avait conseillé de faire ça et c'est vrai que c'est très pratique pour pouvoir avoir une surface bien plane et surtout bien parallèle au plateau. Tout ce que j'ai fait en fait, c'est juste sur Easel encore une fois, mis un gros rectangle de la taille que je voulais, de la taille qui a été retirée, et je l'ai mis à une profondeur de 0,2 mm. Du coup j'ai retiré 0,2 mm sur toute la surface que je vais travailler. De cette façon, je suis sûr d'avoir quelque chose de vraiment bien plat. Et ça n'a pas pris énormément de temps au final, puisque tout ce que la fraise a fait, c'est se balader en ligne droite dessus. Bref, donc plus rien d'intéressant à dire sur cette partie-là, et on va passer directement à la suite. Et voilà, donc là on peut voir le résultat, et c'est pas trop mal, je trouve. Petit focus, voilà. Donc on retrouve nos pièces, comme je vous l'avais dit, le premier trou ne s'est pas fait, rapport à la taille de l'embout et le logiciel qui n'arrivait pas trop à gérer. Ça m'a l'air pas trop mal, je trouve. Franchement, les bords sont pas très propres, mais je m'attendais à pire, surtout avec le bois que j'utilise qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Donc avec un petit peu de nettoyage, ça devrait être plutôt pas mal. On voit que les traits aussi ne se sont pas faits. J'y avais pas pensé, je l'ai pas vu sur le preview, mais les traits ne se sont pas faits. Ça devrait pas m'empêcher de tester un petit peu, de voir les mesures, mais voilà. Donc niveau aspect, c'est
c'est vraiment pas mal. Ça nécessite un petit peu de nettoyage, mais c'est encourageant. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail les dimensions qui sont données. Bien, donc j'ai pris les mesures de chacun des côtés à l'aide de mon petit pied à coulisses que j'avais restauré pour la vidéo de l'électrolyse, hein, et je suis parvenu à ces résultats. Donc il varie non seulement par rapport à ce que j'avais demandé, mais aussi en fonction de l'axe qui a été utilisé. Là par exemple, pour les déplacements de l'axe X, j'ai 2,94 cm au lieu de 3 cm. Pour l'axe Y, 2,96. Ensuite, pour le creux, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. On a 3,05 en X et 3,07 en Y. Encore une fois, c'est pas mal, hein. C'est à quelques centièmes de millimètre près, donc franchement, c'est plutôt correct. Là, pour le carré avec le creux de 1 cm, on a 2,04 en X, 2,05 en Y et 1,02 en Z. Ce qui est pas mal, hein, pour l'axe Z. Et ensuite les cercles, alors là, ça part un petit peu en vrille. Alors le cercle de 3 mm de diamètre en fait 2, celui de 5 en fait 4,2 et celui de 10 en fait 9,5. C'est pas génial de ce côté-là. Par contre, sur ces cercles-là où on a creusé l'intérieur, on a 5 mm, hein, pile. Donc c'est plutôt pas mal. Et 10,4 mm pour celui-ci. Donc encore une fois, c'est vraiment pas mal. Donc les résultats sont pas trop dégueux, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Alors évidemment, il n'allait pas être parfait, ça il fallait s'y attendre. Mais quand même, je suis assez content de voir que la machine a un minimum de précision. Ce qui m'embête le plus, c'est quand même la différence entre l'axe X et l'axe Y, parce que ça peut créer des problèmes. Les carrés ne sont pas vraiment carrés du coup. Bien, alors c'est tout à fait normal, hein, d'avoir ce genre de problème, hein, ce genre de légères variations sur les CNC. Déjà parce qu'elles ne sont pas 100% précises, hein, c'est tout à fait logique. Mais aussi il faut savoir que les programmes embarqués sur ces cartes, hein, sont des programmes génériques, hein, paramétrés pour toute CNC ayant le même type de système de guidage. D'ailleurs, ça se voit dans les paramètres lorsqu'on essaie d'extraire un petit peu les paramètres de la machine. Elle n'est pas du tout paramétrée pour cette CNC. Elle est paramétrée pour une CNC de 20 par 20 par 20. Hein, c'est limite pour une imprimante 3D. Sauf qu'il y a des tiges trapézoïdales de partout. Hein. Donc voilà, le truc c'est que ces paramètres, et principalement ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre de pas par millimètre que font ces moteurs, hein, est une valeur générique, hein, définie à l'aide de la valeur théorique, de la taille théorique de ces tiges trapézoïdales. Il n'y a rien de mal à ça, c'est tout à fait normal, hein, et ça fait partie de l'apprentissage de la CNC de régler correctement après ces valeurs, mais c'est tout à fait normal du coup que l'on trouve quelques écarts au début, hein, parce que tout simplement le nombre de pas par millimètre est fait pour une valeur théorique de tige trapézoïdale. Et déjà on peut blâmer un petit peu la conception de la machine qui laisse pas mal de place à l'erreur, hein, puisque certains axes sont capables de bouger sans trop de difficultés, donc je suppose que les vibrations ne doivent pas aider, mais surtout les tiges trapézoïdales ne sont pas toutes exactement pareilles, hein, c'est un problème, on peut pas avoir des pièces exactement pareilles, c'est virtuellement impossible. Il y a toujours une légère marge d'erreur, hein, et ça passe au contrôle qualité ou pas, ce qui fait qu'après chaque tige trapézoïdale a sa propre valeur. Alors généralement si c'est de la bonne qualité, ça ne se voit pas trop, hein. Ce qui paraît logique, puisque au final, ce seront des pièces qui seront quasiment toutes semblables. Alors sur un axe de 18 ou de 30 cm, ça ne se verra pas. Par contre, voilà, si on ajoute à ça un kit de mauvaise qualité et un réglage générique, on peut avoir quelques écarts. Bien, du coup, on peut considérer que ce résultat est plus que correct, je trouve, pour un kit de ce type, mais il laisse quand même pas mal de place à l'amélioration. Ce qui nous amène justement au thème de la conclusion de cette vidéo, à savoir les améliorations possibles de cette machine. Alors, qu'on soit clair de suite, quand je parle d'amélioration de cette machine, c'est pour améliorer ce qu'elle est capable de faire, pas pour lui rajouter des capacités. Parce que peu importe les améliorations que je fais, si je veux que cette machine commence à attaquer des métaux, au final, tout ce qui va me rester de la machine originale, c'est les profils aluminium. Et encore. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, améliorer la machine de façon à ce qu'elle fasse ce qu'elle fait déjà, mais de façon plus propre, plus fiable et plus précise, là par contre, c'est déjà plus intéressant. Donc,
Pour ça, on a plusieurs points que l'on peut explorer. Déjà, on a les fameux réglages. Grâce à ça, je vais pouvoir commencer à régler. Il va me falloir que je fasse d'autres tests, mais je pourrai ensuite modifier le nombre de pas par millimètre de façon à voir un petit peu si j'arrive à obtenir de meilleurs résultats. Ça, c'est une amélioration du niveau logiciel. Par contre, il y a aussi des améliorations physiques que l'on peut faire à cette machine. L'une des choses que j'avais notées lors de ma revue, c'est qu'il n'y a pas de capteur de fin de course sur les axes X et Y de cette machine. L'axe Z, c'est un peu plus compliqué, mais pour les axes X et Y, ça aiderait vraiment d'avoir des capteurs de fin de course qui permettraient en fait tout simplement de donner à chaque fois le même 0 à la machine. De cette façon, on ne va pas forcément améliorer la qualité des pièces que l'on va obtenir. Par contre, on va la rendre plus fiable car on va pouvoir répéter plusieurs fois la même chose. Toujours avoir le même 0 de référence, c'est très pratique sur une machine. On va pouvoir reproduire plusieurs fois les mêmes pièces, faire plusieurs travaux sur une même pièce. Donc franchement, ça serait une bonne chose. J'ai trouvé sur Thingiverse d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, plusieurs petits objets que l'on peut imprimer avec une imprimante 3D. Donc pour cette machine, des clamps pour pouvoir maintenir les pièces en place qui sont un petit peu mieux peut-être que ces pièces, enfin que ces vis, ça dépend des cas, mais je pense que ça pourrait être pratique. Des supports pour les capteurs de fin de course justement en X et en Y, et aussi des petites manivelles à mettre au bout des axes qui permettent de les déplacer un peu plus facilement. Parce que quand la machine n'est pas alimentée, on a du mal à déplacer les axes, et quand elle est alimentée, eh bien, il faut utiliser le logiciel, ce qui n'est pas forcément toujours très pratique et très précis. Là où on peut régler manuellement la position des axes avant de passer au réglage fin sur la machine. Et le troisième point que je voudrais explorer pour pouvoir améliorer cette CNC, c'est en quelque sorte la transformer en CNC 3018 Pro. Alors je vous mets le lien dans la description, c'est une CNC qui est très similaire à celle-ci, sauf qu'elle a un cadre en acrylique qui lui permet en fait d'avoir plusieurs avantages par rapport à celle-ci. Elle est plus rigide et surtout elle est montée de façon plus précise puisque on a des emplacements pour chacune des tiges lisses qui permettent de les aligner très facilement et donc d'avoir les axes bien parallèles, bien perpendiculaires, bref, toute la galère que l'on a eu sur cette machine pour pouvoir monter sur tout le plateau, entre les pièces qu'il faut aligner sur le plateau, puis ensuite qu'il faut aligner sur le cadre, bref, c'était un petit peu infernal. Avec la 3018 Pro, on a directement des emplacements pour pouvoir mettre les tiges. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc j'imaginais pas forcément passer directement sur une 3018 Pro, mais faire un petit peu un hybride des deux, créer probablement avec cette machine ou avec une imprimante 3D ou avec ma découpeuse laser, je commence à avoir pas mal d'options, des pièces en acrylique ou en bois ou autre qui me permettraient tout simplement de venir se mettre sur les côtés déjà pour pouvoir maintenir en place correctement ces pièces et être sûr qu'elles ne bougent pas, et sur les faces avant et arrière de façon à positionner correctement et de façon précise les différentes tiges qu'il y a ici, les deux tiges lisses et la tige trapézoïdale. De cette façon, elles seront bien parallèles, bien fixes, et ça ne devrait plus trop poser de problème pour le plateau. Ça me le rendrait plus fiable. Il partirait peut-être moins sur le côté, ou je ne sais pas trop. Je ne sais pas si mon plateau est très fiable à ce moment-là. C'est le problème avec ce kit. Donc là, ça me permettrait forcément d'améliorer les choses sans pour autant modifier grandement la machine, puisque je vais juste rajouter une plaque de chaque côté. Donc au final, ça pourrait être pas grand chose à faire, mais ça pourrait rendre la machine beaucoup plus fiable, et c'est justement le but de ces améliorations, puisque je ne vais pas m'amuser à changer les pièces, parce qu'il faudrait que je change peut-être la carte, les moteurs, les drivers, la spindle qui est un petit peu abîmée. Bref, il y a pas mal de choses à améliorer sur cette machine si on veut la rendre vraiment efficace, mais pour qu'elle fasse ce qu'elle fait de façon plus fiable, ce sont les principales modifications que je vais essayer de faire. La première étant le réglage logiciel, la deuxième sera probablement les capteurs de fin de course et peut-être les petites manivelles si jamais j'ai envie, et la dernière sera la réalisation de ces pièces, et je ne sais pas encore dans quoi je vais les découper. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez peut-être des conseils à me donner sur comment régler correctement cette machine, ou si vous avez eu un petit peu des retours d'expérience, vous aussi, sur ce type de machine, ou sur des machines un peu plus poussées, ou sur d'autres machines. Bref, donc si vous avez des retours d'expérience que vous voulez partager, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!